Arrivée ici, j'ai eu l'impression que, en fait, c'était ça qui m'attendait. Je le savais pas, mais c'était mon destin. J'aime Israël et je l'aime sous toutes ses formes. J'aime les Israéliens et leur mentalité. J'aime la langue. Je suis pour montrer la vie ici telle qu'elle est d'une manière positive. Ingrid, les bons tuyaux, c'est comme ça qu'on te connaît. Exactement. Merci de nous accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Tu es en Israël depuis 7 ans. Oui. Tu as changé de vie complètement. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, tu t'es dit, ça y est, c'est le moment pour nous de partir? C'était déjà une réflexion depuis un moment qu'on voulait quitter la France, principalement pour les enfants. Je ne voyais pas élever mes enfants en France. Je ne voyais pas d'avenir en France pour eux d'une manière générale. À cause de quoi? Surtout l'individualisme des gens, voilà, clairement. Et le beau jour où je me suis dit stop, ça y est, il faut que je parte. Mon déclic, c'est un jour où j'étais au McDo avec mon fils un mercredi midi à la Part-Dieu. Donc je sais pas si tu connais la Part-Dieu, c'est le centre commercial le plus grand de France. À Lyon. Voilà, ouais, à Lyon, exactement. Donc autant te dire le monde qu'il y a un mercredi midi au McDo. Et je suis tombée par terre. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'étais dans la file d'attente et je me suis cassé la figure, hein, comme on dit vraiment. Et là, tout le monde me regardait, personne ne m'a tendu la main, je me suis relevée toute seule, personne ne m'a demandé comment j'allais, est-ce que j'allais bien, mais vraiment je me suis cassé la gueule, hein, vraiment. Je me suis dit c'est pas possible en fait, c'est pas moi, ça me correspond pas. T'étais choquée que personne ne t'aide? Choquée, c'est le mot, choquée. C'est là que tu as décidé de prendre Israël? Ah ouais, je me suis dit mais comment je vais laisser mes enfants grandir comme ça, c'est pas moi. Moi je suis dans l'entraide, dans la solidarité, c'était pas moi. Pourtant, la France a subi de nombreux traumatismes. Hein. Tu étais en France pendant la grande période des attentats. Ton frère, il était élève à Haute Torah à Toulouse. Alors, mon frère, oui, c'est tout à fait ça. Il était élève à Haute Torah à Toulouse, le jour où Mohamed Merah a fait un carnage, on peut appeler ça comme ça. Et il a tiré sur mon frère, l'arme s'est enrayée. Donc, voilà, mon frère a eu la vie sauve grâce au bon Dieu, on peut le dire, hein, carrément. Et grâce à un copain ami aussi qui lui a tiré l'épaule et qui l'a amené en arrière avant qu'il ne sorte sa deuxième arme. Donc il a vécu un sacré trauma. D'ailleurs, il est parti avec ma mère en Israël qui a quitté son travail du jour au lendemain, 2 mois peut-être. Parce qu'en fait, d'abord, ils ont essayé de lui faire voir des psys en France. Ça n'a pas marché, il accrochait pas. Et ma mère, elle s'est dit, la seule solution, c'est que je l'emmène en Israël. Là-bas, ils savent traiter ça. Voilà, en France, c'était le début des attentats, donc ils ne savaient pas du tout traiter. Et malgré ça, malgré cette expérience du trauma très proche de toi, c'est pas ça qui t'a fait partir en Israël? Tu as raison, c'est pas ça qui m'a fait partir. J'ai pas eu le déclic à ce moment-là, j'aurais peut-être dû, mais c'est pas ça qui m'a fait partir. Je vais te dire pourquoi. C'était le début des attentats, et je suis comme ça dans ma vie. Je disais, bon, le pauvre, c'est horrible. Mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. J'ai pas fait de ça une généralité. Je me suis dit c'est un cas isolé. J'avais un super bon travail en France, vraiment très très bon. J'avais des amis, pas du tout forcément, enfin juifs et pas juifs, quoi. Je mélangeais complètement. J'avais pas du tout cette vision-là de la France, pas du tout. Donc après avec le temps, on a vu que ça a continué, quoi. Ça s'est empiré, Hyper Cacher, Bataclan, bon, jusqu'à Hyper Cacher, Bataclan, parce que entre temps la route a été longue. Mais c'est pas que ça qui m'a fait partir. Ça a joué, bien sûr, énormément. Je me suis dit, bon, ok, je suis juive. Je suis juive pas religieuse, mais je suis juive. Ça, tu me l'enlèveras pas. Personne ne me l'enlèvera. Je me sens juive. Et je me sens attachée à Israël. Donc, en fait, quand tu te sens touchée dans ton judaïsme, tu te dis, attends, là, il y a un problème. Il y a un sacré problème. Donc ça, déjà, ça n'allait pas. Et en plus, il y avait clairement un problème de sécurité en France. Je me suis dit, attends, à quel âge je vais laisser mon fils prendre le métro? Il avait 6 ans, je pensais déjà à ça. Je me suis dit, jamais. Même 22 ans, je ne laisserai pas prendre le métro. J'avais peur, je me suis déjà fait agresser dans le métro parce que j'étais juive. Hein. Attention, hein, ça m'est déjà arrivé quand j'avais 18 ans 2 fois. Pourquoi? Parce que tu avais une Magen David? Même pas. Bon, je pense que ça se voyait sur ma tête. Hein. En vrai, ou peut-être comme on était habillés. Enfin, on t'a porté atteinte physiquement? Pas physiquement, mais on est sortis, on m'a suivi. Non. Enfin, vraiment, j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur, c'était la nuit, c'était 10h du soir. J'ai eu peur, bref, je me suis dit non, en fait, je veux pas transmettre à mon fils mon angoisse, je veux qu'il soit libre lui aussi dans sa vie. Et puis voilà, j'ai réussi parce que là, je vais te dire, il a 13 ans, il est tout le temps dehors. Ce qui est intéressant dans ton parcours d'Alia, c'est que tu as choisi une ville d'intégration, une ville pour poser tes valises et refaire ta vie, tout simplement, oui. Très israélienne. Tout à fait. Tu avais un plan dans ta tête. C'est vrai, tout à fait, parce que je suis quelqu'un comme ça de très carré, j'organise tout. Je voulais apprendre l'hébreu, je voulais m'intégrer et je voulais aussi pouvoir aider mes enfants scolairement. Et je voulais m'intégrer au niveau du travail, je savais
pas que j'allais finir Instagrammeuse pour les Français. Bon, je voulais quand même pouvoir travailler en Israël. Bon, donc ça, je me suis dit, bon, il faut que je sois dans une ville israélienne. Sinon, évidemment, ma culture, c'est la France. S'il y a quelque chose de français dans ma ville, je vais y aller. C'est obligé. Je sais pas si c'est évident. Si j'ai un boucher qui parle français ou un boucher qui parle pas français, je vais aller chez le français. C'est évident. Bon, ça, c'était un. Après, j'ai ma mère qui habite à Ashdod. Donc, je voulais être vers Ashdod. Mais en même temps, je voulais être pas loin de Tel Aviv parce que j'adore sortir à Tel Aviv. Bon, je trouve qu'il y a vraiment une énergie dingue là-bas. Donc, je voulais être entre les deux et je voulais une très grande ville. Voilà. Et c'est la 4e plus grande ville d'Israël. Et entre les deux, il n'y a que cette grande ville, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, le choix. Arishon LeZion. C'était un bon choix. Un très bon choix. Pour toi, pour la famille, pour ton mari. Oui. Très très bon choix parce que c'est une ville donc, qui est immense, mais il y a tout dans cette ville. D'abord, c'est une ville où tu as la plage. Moi, je voulais la plage quand même, on vient de France, donc c'était important pour moi d'avoir la plage. Il y a énormément d'industrie, il y a une vraie zone industrielle, donc quand il y a de l'industrie, il y a du travail évidemment, voilà. Ça bouge, il y a des très très gros projets. À Arishon LeZion, il y a un projet, mais je le savais déjà en arrivant, qui n'est pas encore sorti, qui est en train de sortir, c'est le Mitram Elef, je ne sais pas si tu as entendu parler, donc c'est un très très grand parc de 1 million de mètres carrés. En fait, ils veulent faire la Silicon Valley ici. Ils veulent rapporter tous les bureaux, donc ils vont faire le tramway qui va venir jusque là. Enfin, il y a vraiment, c'est un projet sur du long terme, mais je voulais une ville aussi avec des projets d'avenir. Voilà, donc ça, c'est le projet d'avenir. Des écoles très très bonnes, j'ai vérifié aussi pour les enfants, université, tout, j'ai tout vu, c'est tout coche les cases. T'as même le Superland, enfin, il y a tout. Il y a les cinémas, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a un vrai centre-ville aussi. Donc c'est vraiment un bon choix. Ouais. Okay. Alors, évidemment, en 7 ans, tu t'es complètement réinventé. Tu n'as pas gardé ton métier d'origine. Tu avais une agence immobilière en France. Tout à fait. Tu as complètement changé. Comment on passe de l'immobilier à Instagrammeuse ou influenceuse? Alors, on est passé par plusieurs étapes. Ça s'est pas fait d'un coup. Alors, entre-temps, j'avais travaillé dans des bureaux avec mon mari. Ensuite, je saisis les occasions. Hein. Je suis comme ça dans la vie. C'est un des secrets pour réussir son alliance. Ouais, faut y aller. Faut se donner à fond. Faut se dire, ah bah tiens, on te propose quelque chose, vas-y, fais-le. Faut y Sans aller. savoir vraiment ce que ça va donner, en fait. Pas du tout, je savais pas. Justement, regarde, à l'école de mon fils, il y a que des Israéliens. Un jour, il y a un papa qui me dit, Ingrid, tu saurais pas cuisiner? Je dis, bah écoute, ouais, bien sûr, je sais cuisiner, quoi, comme tous les Français, pourquoi? Il me dit, ma femme, elle en a marre, elle passe par un catering, j'ai envie de changer. Je sais, ma femme, elle a une entreprise de sourcils, elle fait les sourcils et tout. Il me dit comme ça, sans plus, quoi. Alors, il me montre le Instagram de sa femme, elle fait tous les sourcils de toutes les grandes stars d'Israël, et c'est elle qui donne les cours pour apprendre aux autres nanas. Donc, elle a un Instagram avec je sais pas combien de followers, et il me dit, t'inquiète, elle va te faire ta pub elle-même et tout. Tu t'es lancée dans le catering? Je me suis lancée dans le catering. Je lui ai dit, écoute, je te fais une fois, parce que je veux pas je te fais une fois gratuitement, comme ça, si t'es pas content, si je suis pas content, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. J'ai fait et ça a très bien marché. Et j'ai fait 1 an de catering à la vie, que je faisais de la maison, ça cartonnait, ça marchait très très bien. Bon, mais le Corona est passé par là. Tout à fait, Corona, et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi aussi. Parce qu'il y avait plus de créativité, je faisais tout le temps la même chose, commande, je travaillais dans ma cuisine, j'étais enfermée à la maison. Je commençais à travailler à 5h du matin, parce qu'il y avait des commandes, déjà les gens ils venaient livrer ils venaient chercher pour les bureaux vers 7h. C'est difficile. Ouais, c'est un travail de fou, Et ça paye pas tant que ça aussi. Bon. Ça paye pas tant que ça quand tu le fais à la maison. Comment tu as changé de voix? Eh ben, je suis une nana de bon tuyau. J'ai pas pris ce nom-là par hasard, tu vois. Je suis une nana de bon tuyau dans ma vie de tous les jours. Ça veut dire que tout le temps, on m'appelle quand on a besoin de quelque chose, même dans ma famille, même mes amis, quand on a besoin d'un truc, Ingrid, tu sais pas où je pourrais trouver ça, ce bon plan, ce truc, etc. Et je me suis rendu compte aussi que je m'étais quand même bien intégrée. C'est-à-dire, je parlais hyper bien hébreu par rapport à des gens qui étaient là depuis 6 ans aussi. C'est assez rigolo parce que sur ton Insta, tu prends des expressions typiquement israéliennes et tu les expliques aux Français. C'est très sympathique dans ton Insta, on trouve plein de choses. C'était important pour toi de faire partager ton amour de l'hébreu parce qu'il faut aimer l'hébreu pour faire ça. Oui, alors j'aime Israël surtout. J'aime Israël et je l'aime sous toutes ses formes. J'aime les Israéliens et leur mentalité. J'aime la langue, c'est magnifique d'apprendre. Et même moi, ça m'apprend encore en fait. Le fait d'apprendre aux autres, je suis obligée de faire des recherches et d'apprendre, donc c'est génial même pour moi. J'aime montrer les paysages, j'aime montrer les visites qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu préfères ici? La mentalité. La mentalité. Les Israéliens, je les adore. Pourquoi? Parce qu'ils sont francs,
Ils te disent les choses en face, ils ont un problème. C'est ce que les Français n'aiment pas, moi c'est ce que j'aime chez les Israéliens. Ils te disent les choses cash, voilà. Et ils sont solidaires, ils t'aident quoi qu'il se passe. Ils aident même un chat dans la rue, ils vont l'aider. J'ai eu le cas, une fois j'étais à Tel Aviv, il y avait un chat, je sais pas, il a eu un accident de voiture il était sur la chaussée, sur la chaussée. Okay. On était 5 ou 6 autour de lui, on a appelé le 106, la mairie et tout ça pour qu'ils viennent le chercher et ils sont venus. Maintenant, il y a personne qui est venu me chercher comme le chat, pas du tout. Voilà. Alors, c'est une aventure évidemment humaine, une aventure collective, parce que quand on monte en famille comme toi, ton mari aussi a dû se réinventer et on parle beaucoup de lui en ce moment, puisque il est notre candidat chouchou dans la mission Masterchef. Ouais, voilà. Exactement. C'est un Français et quand on l'entend baragouiner, on sourit quoi, franchement, et puis on est fan. On rit même. On rit même. C'est toi qui l'as inscrit ? C'est moi qui l'ai inscrit, ouais. Pourquoi ? Il adore cuisiner et c'est une des premières choses qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré, c'est qu'il aimait cuisiner et que son grand regret dans la vie, c'est de ne pas avoir fait des études de cuisine et donc de ne pas avoir un métier dans la cuisine. Sa mère, à l'époque, n'avait pas voulu qu'il fasse des études de cuisine, c'était mal vu, c'est vrai, ça se faisait pas trop les études de cuisine, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des stars, les chefs, à l'époque, c'était pas trop le cas. Donc il n'avait pas continué dans cette voie, mais quand on reçoit, il aime cuisiner pour les gens, etc. Et il parlait pas hébreu, il parle pas très bien hébreu. En tout cas, même si on habite à Rishon, il travaille en français et tout ça, donc on regarde la télé en français. Je me suis dit comment je vais faire pour que mon mari il apprenne la langue et que donc on puisse enfin sortir avec des Israéliens au resto et tout ça. Je vais lui faire une émission de cuisine. Il va kiffer parce qu'il faut trouver le truc. Tu vois, quand je fais les petites expressions, c'est la même chose. Parce qu'en fait, c'est un truc sympathique. C'est pas genre je t'apprends les verbes, les machins, les trucs. Je t'apprends un petit truc sympathique. Je me suis dit comment il va apprendre. Parce que les Français, il faut passer par le plaisir tout le monde, pour que ça rentre. Je pense, tout le monde. Il faut trouver son truc quoi. Il faut trouver son petit truc qui nous donne envie. En tout cas, David, il fallait trouver un truc. En tout cas, lui, oui. Lui, on était à l'Ulpan, un à côté de l'autre. Moi, je surlignais avec les fluos et lui, il faisait des dessins dans le cahier. Vraiment. Je regarde Masterchef inscription, c'était bidiouk le moment des inscriptions. Et après, c'est lui qui a fait le reste. Ça l'a aidé, il parle mieux l'hébreu aujourd'hui. Mais grave, parce que ce que tu vois à la télé, en fait, c'est tourné déjà d'avance. Il s'est amélioré. Mais là, quand tu le vois sur des émissions en direct, comme il passe beaucoup sur des petites émissions, genre Paola Vellion et tout, tu l'entends parler, il parle mieux. Voilà. D'ailleurs, je suis arrivée à mon souhait, parce que maintenant, on sort au resto avec des copains israéliens. Voilà, on y arrive. C'est quoi, c'est l'intégration parfaite, ça ? C'est vraiment avoir des copains israéliens, c'était un but pour toi à atteindre. Voilà, ouais, pour moi. Je dis pas que c'est l'intégration parfaite parce que je pense qu'on a tous son intégration parfaite. Je pense qu'il y en a, je vois ma tante, elle habite à Natania, elle parle pas très bien hébreu et elle est très heureuse comme ça et je comprends. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes familles qui arrivent avec des enfants en bas âge et qui ont du mal? Avant qu'ils arrivent, je leur dirais allez dans une ville israélienne. Moi, c'est pour ça que je m'en suis sortie. J'avais très peur de venir dans une ville israélienne et au final, c'est un peu difficile au début. Mais avec la volonté, on s'en sort. Essayez de regarder la télé en hébreu. Ça vous sauve. Au début, c'est très dur, je l'ai fait. Je lisais en hébreu le sous-titre, je mettais pause pour lire le sous-titre, je comprenais rien. Et maintenant, je regarde la télé en hébreu, aucun problème. Ça t'a aidé, ça. Ouais. C'est quoi ton plus joli souvenir aussi? À part le chat, bien sûr. Oh là là, je crois que non, mon plus joli souvenir, je crois que c'est le jour où on a fait la vie, en vrai. Quand on est arrivé, qu'on s'est dit, ça y est, on habite là, c'était une émotion intense. Mais tu te considérais sioniste? Ouais. Ouais, toujours. Pourquoi une émotion intense? Parce que j'étais sur ma terre en fait. Je suis revenue sur ma terre. J'ai toujours dit Israël c'est mon pays. Ça voulait pas dire que j'allais y habiter. Arrivé ici, j'ai eu l'impression que en fait c'était ça qui m'attendait. Je le savais pas, mais c'était mon destin. Qu'est-ce qui est plus dur, de partir ou d'arriver? De partir. C'est ça le plus dur. Tu quittes ta famille, tu quittes ton travail, tu quittes tes amis, tu quittes la vie que tu as construite pendant. J'avais 33 ans quand je suis partie. J'avais un travail qui marchait vraiment bien. Je gagnais hyper bien ma vie. J'ai tout quitté. J'ai dit tant pis, on verra bien. J'avais pas de plan ici. Je savais pas où j'allais. Une fois que t'es arrivé, tout coule. Et les enfants? Le petit, il avait même pas 1 an quand on est arrivé. Donc lui, c'est des Israéliens. Voilà. Et le grand, il est hyper intégré. Il avait 6 ans quand on est venu. Je me suis fait du souci pour lui. Je l'ai fait redoubler la Kita Aleph, ce qui était très 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 dur parce qu'ils n'aident pas le redoublement. Il faut qu'à 18 ans, il soit à l'armée, donc il voulait pas. J'ai insisté parce que je me suis dit, bon, quand même, il ne sait pas un mot d'hébreu. Donc, ils me l'ont fait rentrer en Kita Aleph. C'était vraiment un très bon choix que je ne regrette absolument pas. Au bout de 6 mois, il parlait presque couramment. Et après, ça a mis des années quand même à ce qu'ils connaissent tous les mots, etc. Mais tous ses copains, ce sont des Israéliens aujourd'hui. Puisque tu es influenceuse, que tu es très suivie par les Juifs de l'étranger aussi, qu'est-ce
qu'il faudrait faire pour booster l'Aliyah de France d'après toi? Ah bah alors moi, si tu veux, je suis pas dans le truc faut venir en Israël. Je suis pas boostons l'Aliyah de France, etc. Je suis plus pour montrer la vie ici telle qu'elle est d'une manière positive. Je pense que c'est à force de voir en fait. C'est pour ça que je montre toujours un côté très positif sur mon Instagram. Parce que je mens pas, je suis comme ça dans la vie. C'est-à-dire que dans ma vie, ce qui est négatif, je l'oublie, je le jette à la poubelle, je n'en parle pas, ça m'intéresse pas. Et je pense qu'il faut faire pareil ici. Il y a des problèmes politiques, il y en a des problèmes. Si tu veux parler que des problèmes, tu peux. La vie, elle est chère, etc. Mais si tu regardes d'un autre côté, la vie en France, elle est hyper chère aussi. L'électricité, ils sont en train d'éteindre la Tour Eiffel la nuit. Non mais c'est vrai. Donc en fait, juste montrer le positif d'Israël, les athlètes, montrer. Après, il y a des choses à faire pour faciliter les diplômes au niveau, ce que moi, je peux pas faire, mais il y a des gens qui œuvrent pour ça. Je pense que c'est vraiment une des actions énormes qu'il faut mener. C'est pas possible que les gens ils doivent apprendre l'hébreu, ce qui est déjà dur. On voit bien combien il y en a des Français qui parlent hébreu après 10 ans d'Aliyah. Pas beaucoup, je pense en pourcentage, ça doit pas être énorme. Et après, il faut qu'ils passent leur diplôme, il faut qu'ils repassent leur diplôme alors qu'ils ont les qualifications. C'est inadmissible pour moi. Comment tu te vois dans les années qui viennent? C'est une très bonne question que je ne me pose jamais personnellement parce que je vis la vie au jour le jour. Alors je fais des plans sur 2 semaines, tu vois, mais jamais bien plus loin. Donc je sais pas, mais en tous les cas, j'aimerais juste déjà si ça reste comme ça, c'est bien. Avoir ma famille autour de moi, avancer comme ça, être en Israël, continuer à kiffer. Après, bien sûr, j'ai plein de projets, plein dans la tête pour le travail. Instagram, j'ai des projets en mode sur voilà, donc il y aura des nouvelles surprises, il y aura des kiffs qui vont arriver, etc. En tous les cas, je suis heureuse d'être là et je vis au jour le jour, mon petit bonheur, le sourire tous les jours et ça n'a pas de prix.